Une guerre peut commencer sans un seul missile. Donald Trump dit qu'il est prêt à frapper l'Iran bientôt. Il parle d'envoyer une armada. Mais voici la contradiction brutale. Au moment même où il menace d'escalader, les leaders du monde commencent à se retourner contre lui en public. L'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, selon ton contenu, envoient un message glacé. Si les États-Unis attaquent l'Iran, ils ne laisseront même pas leur espace aérien être utilisé cette fois. Pas de couloir, pas de soutien, rien. Notice ce que ça signifie vraiment. Ce n'est pas seulement un désaccord diplomatique, c'est une rupture de confiance au bord de la guerre. Et si tu crois que ça reste loin de toi, détrompe-toi. Quand les alliances se fissurent, l'économie tremble, les marchés paniquent et le prochain choc arrive toujours plus vite que prévu. Mais voici la partie que personne ne dit à voix haute. Ce basculement ne concerne pas seulement l'Iran. Il annonce quelque chose de beaucoup plus grand. Et ça commence maintenant. Ce qui se passe ici, ce n'est pas juste une nouvelle menace de plus dans un cycle politique. C'est un signal, un moment où l'ordre mondial commence à se réorganiser sous nos yeux. Parce que d'après ton contenu, Trump ne parle pas seulement de pression. Il parle d'une attaque directe contre l'Iran si aucun accord n'est signé. Et normalement, dans ce genre de scénario, les alliés se rangent derrière Washington. Au moins en silence. Mais cette fois, ils ne restent même pas silencieux. Ils disent non. L'Arabie saoudite refuse son territoire. Les Émirats arabes unis disent la même chose. Et la question qui devrait te hanter est simple. Depuis quand des partenaires stratégiques ferment-ils la porte quand une guerre approche? C'est là que l'histoire devient plus large. Parce que pendant que Trump agite l'option militaire, d'autres pays commencent à agir comme si l'Amérique était devenue imprévisible, comme si l'ancienne garantie de stabilité n'existait plus. Now watch how fast this escalates. Dans ton contenu, ce mouvement ne s'arrête pas au Moyen-Orient. Il s'étend. Venezuela, Syrie, Europe, Canada, Chine. Ce n'est pas un incident isolé, c'est un pattern. Et la vraie question est-ce qu'on est en train de voir le monde se préparer à contourner les États-Unis? Parce que maintenant, on arrive au premier choc de preuve. Et c'est ici que tout devient impossible à ignorer. D'après ton contenu, le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman a directement appelé le président iranien pour lui dire ceci. L'Arabie saoudite ne permettra pas que son espace aérien ou son territoire soit utilisé par les États-Unis pour une attaque contre l'Iran. Relis ça. Ce n'est pas une fuite, ce n'est pas une rumeur, c'est une déclaration stratégique. Et voici pourquoi ce détail change tout. Quand un pays comme l'Arabie saoudite refuse un accès militaire, ce n'est pas seulement un refus logistique, c'est un message politique, une façon de dire « cette guerre n'est pas la nôtre ». Notice ce qu'ils ne disent pas. Ils ne disent pas « nous soutenons Washington ». Ils ne disent pas « nous sommes prêts ». Ils ferment la porte. Mais voici la partie que personne ne veut regarder en face. Si même les alliés traditionnels commencent à se retirer avant le premier missile, alors Trump n'est plus en train de construire une coalition, il est en train de se retrouver seul. Et pendant que ce front se fissure, d'autres capitales font déjà leurs calculs et la prochaine étape va te surprendre parce que maintenant, l'histoire s'accélère et elle dépasse largement l'Iran. Dans ton contenu, pendant que Trump menace la guerre, d'autres pays commencent à se détacher ailleurs, presque comme si le monde entier testait une nouvelle réalité, une Amérique qui n'est plus le centre. Regarde le Venezuela. Là, l'actuelle dirigeante Delcy Rodríguez déclare qu'elle ne veut plus être une marionnette du régime Trump. Elle dit, selon tes notes, « Laissons la politique vénézuélienne résoudre nos conflits internes, assez des puissances étrangères ». Ce genre de phrase en diplomatie, c'est une rupture. Et la réponse américaine, Marco Rubio évoque déjà l'idée d'utiliser la force. Encore. Toujours la même mécanique. This is where the story flips. Parce que ce n'est pas seulement Trump contre un pays, c'est une répétition globale. Pression, menace, isolement. Et ensuite, les autres nations commencent à chercher des alternatives. Même en Syrie, ton contenu décrit quelque chose de symboliquement énorme. Le président syrien Ahmed al-Shara, anciennement al-Golani, se rend à Moscou pour rencontrer Vladimir Poutine. La Russie cherche à renforcer ses liens avec la nouvelle direction à Damas. Et Trump, il dit « J'ai eu une grande conversation avec le très respecté président de Syrie. » Respecté. Pendant que ce dirigeant se tourne vers Moscou.
Notice ce qui manque. Aucune loyauté, aucun alignement, juste des pays qui prennent position, ailleurs. Et ce mouvement n'est pas fini, parce que la prochaine rupture ne vient pas du Moyen-Orient, elle vient d'Europe et de la Chine, parce qu'ici, on entre dans l'escalade. Et elle est beaucoup plus silencieuse, mais bien plus dangereuse. Dans ton contenu, le premier ministre britannique Keir Starmer est présenté comme quelqu'un qui tenait encore avec Trump. Officiellement, il dit « Nous sommes toujours de solides alliés ». Mais ensuite, il fait quelque chose de décisif. Il se rend en Chine. La première visite d'un dirigeant britannique sur le sol chinois depuis 8 ans. Et Starmer déclare, mot pour mot, « Il est dans notre intérêt national de nous engager avec la Chine. Now watch how fast this escalates. » Parce que ça, ce n'est pas juste un voyage diplomatique, c'est un signal envoyé au monde. Londres commence à diversifier ses options et ce n'est pas isolé. Ton contenu rappelle que le premier ministre canadien Carney a rencontré Xi Jinping 3 semaines plus tôt, dans le cadre d'un pacte commercial gigantesque avec la Chine, présenté comme un accord d'1 trillion de dollars. Et Trump réagit comment? Il menace le Canada avec des tarifs de 100%. Voilà le pattern. Plus Trump attaque, plus les autres se rapprochent entre eux. Mais voici la partie que personne ne dit clairement. Ce n'est pas seulement une crise de personnalité, c'est une reconfiguration des alliances. Un monde où les grandes économies commencent à se comporter comme si l'Amérique était devenue un risque. Et attends, parce que l'Union européenne vient de faire un mouvement encore plus explosif. Parce que maintenant, on arrive au deuxième coup de preuve, plus lourd, plus irréversible. Dans ton contenu, l'Union européenne est décrite comme en train de conclure ce que la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, appelle la mère de tous les accords commerciaux, avec l'Inde. Pense à ça. Trump attaque l'Inde. Trump attaque l'UE. Et la réponse n'est pas une confrontation directe, c'est un contournement. L'Europe s'assoit avec l'Inde et signe un accord massif, pendant que les États-Unis se retrouvent exclus. This is where the story flips. Parce que c'est exactement comme ça que l'influence se perd. Pas avec une explosion, mais avec des portes qui se ferment, des contrats qui se signent ailleurs et des partenaires qui commencent à dire « on ne peut plus compter sur Washington ». Ton contenu cite aussi l'économiste Justin Wolfers. On ne peut pas évaluer l'économie américaine sur un trimestre. Les dégâts irréparables que Trump cause se construisent maintenant. Notice ce que ça implique. Ce n'est pas seulement une question de tarifs, c'est une question de confiance mondiale. Et quand la confiance disparaît, les chaînes commerciales se déplacent, les investissements suivent et le centre de gravité économique change. Mais voici la partie la plus inquiétante. Tout ça se produit pendant que Trump parle de guerre. Et quand la guerre et l'isolement arrivent en même temps, l'histoire ne ralentit jamais. Elle explose. Et dans ton contenu, les événements commencent déjà à s'empiler. Parce qu'on entre maintenant dans le mini-crisis stack. La pression monte, tout se superpose et on commence à voir une perte de contrôle. D'abord, Trump attaque la Corée du Sud. Dans ton contenu, il affirme que Séoul n'a pas ratifié un deal commercial et annonce donc de nouveaux tarifs massifs contre un allié clé. Et immédiatement, le Canada réagit. Carney swoop in, comme c'est dit, et dit en substance « très bien ». Alors, le Canada va renforcer ses liens avec la Corée du Sud, accueillir davantage de production automobile sud-coréenne, coopérer militairement, construire une alternative. Deuxième choc. Ton contenu mentionne Reuters. Trump dit que le dollar est fort, pendant que la monnaie atteint un plus bas de 4 ans. Contradiction totale. Troisième développement. L'Allemagne augmente ses investissements en Chine à un niveau record, selon ce qui est cité. Pendant que Washington menace, Berlin construit ailleurs. Mais voici la partie que personne ne dit à voix haute. Tout cela arrive en même temps. Tarifs contre des alliés. Alliés qui se rapprochent entre eux. Monnaie sous pression. Investissements qui fuient. Et au-dessus de tout ça, Trump pèse une nouvelle série de frappes contre l'Iran, voulant que ce soit rapide, propre, facile. Mais l'Iran répond, selon ton contenu, que toute frappe sera considérée comme le début de la guerre, avec une réponse immédiate, totale, sans précédent. What happens if this continues? Parce que quand les crises se multiplient plus vite que la diplomatie, il suffit d'une étincelle. Et maintenant, la question devient personnelle, parce que maintenant, on arrive au point que la plupart des gens ne voient jamais venir l'impact humain, pas les discours,
pas les sommets, mais ce que ça change pour toi. Quand des alliances se fissurent et que la guerre devient une option imminente, ce ne sont pas seulement des généraux qui s'inquiètent. Ce sont les prix, l'énergie, la stabilité. Ton contenu parle d'un monde métaphoriquement en feu. Et ce n'est pas juste une image. Si un conflit éclate avec l'Iran, les routes pétrolières tremblent, les marchés paniquent. Et ce que tu ressens en premier, ce n'est pas un missile, c'est ton coût de la vie. Et pendant que Trump impose des tarifs contre le Canada ou la Corée du Sud, ce ne sont pas des abstractions. Ce sont des voitures plus chères, des chaînes d'approvisionnement cassées, des emplois déplacés. Même Carney le dit en parlant des soldats canadiens tombés en Afghanistan. 158 ont payé le sacrifice ultime. Ce sont des vies réelles derrière ces alliances. Mais voici la partie que personne ne souligne. Quand la confiance entre pays disparaît, ce sont toujours les citoyens ordinaires qui absorbent le choc en premier. Si tout cela te semble familier, dis-le dans les commentaires. Parce que ce qui vient ensuite n'est pas une simple crise politique. C'est un mécanisme systémique parce que maintenant, on dépasse l'émotion. On arrive à l'insight systémique, le moteur invisible. Ce que ton contenu montre, c'est que ce n'est pas seulement Trump qui attaque ou menace. C'est la manière dont le système mondial réagit quand une superpuissance devient imprévisible. Le pouvoir, ce n'est pas juste l'armée. Le pouvoir, c'est la crédibilité. Et quand un président dit qu'il veut une frappe rapide, propre, facile, mais que même ses alliés ferment leur espace aérien, la question devient « Qui contrôle encore la situation ?» Mais voici la partie la plus froide. Les pays ne fonctionnent pas à l'amitié, ils fonctionnent à l'intérêt. Donc, quand Trump impose des tarifs, menace des guerres, insulte des partenaires, le monde ne se contente pas de se plaindre. Il s'adapte. L'Europe signe avec l'Inde. Le Canada se tourne vers la Corée du Sud. Le Royaume-Uni va en Chine. L'Allemagne investit davantage à Pékin. Ce n'est pas de l'idéologie, c'est du repositionnement. Notice ce que ça crée. Un monde où les accords se font sans Washington, où l'Amérique n'est plus le passage obligé. Et c'est pour ça que Justin Wolfers parle de dégâts irréparables. Parce que l'influence perdue ne revient pas avec un tweet, elle disparaît par la répétition. Et maintenant, on arrive au futur proche. 2 chemins possibles. Aucun n'est stable, parce que voici la trajectoire, le near future. Et c'est là que l'histoire devient vraiment dangereuse. À partir des faits de ton contenu, 2 chemins se dessinent. Premier scénario, l'escalade. Trump poursuit l'option militaire contre l'Iran pensant que ce sera rapide. Mais l'Iran a déjà répondu que toute attaque serait le début de la guerre, avec une riposte immédiate, totale, sans précédent. Et si l'Arabie saoudite refuse l'espace aérien, si les Émirats disent non, alors l'opération devient plus risquée, plus chaotique. Une guerre sans coalition solide n'est jamais propre. Deuxième scénario, l'isolement accéléré. Même sans guerre, le monde continue de se réorganiser. L'Europe signe avec l'Inde. Le Canada renforce l'Asie. Le Royaume-Uni se rapproche de Pékin. L'Allemagne investit en Chine. Et même des pays comme le Venezuela ou la Syrie cherchent d'autres appuis. Ce n'est pas un effondrement instantané. C'est un glissement. Mais voici la partie la plus troublante. Ces 2 scénarios peuvent arriver en même temps. Une crise militaire pendant que l'économie mondiale se détourne. Et dans ton contenu, on voit déjà des signes. Le dollar à un plus bas de 4 ans, des appels au boycott du World Cup de Trump, des troupes envoyées au Groenland. Le prochain mouvement est déjà en formation. Et c'est là que tout se referme.